Remise officielle d'étendard au tout nouveau groupement tactique d'intervention Scorpion couplé à la sortie des élèves gardes de la deuxième cohorte du CNJ. Ces éléments vont contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Les détails dans ce journal. Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali est dans le groupe I avec des adversaires à sa portée. Les Aigles du Mali sauront-ils tirer leur épingle du jeu? L'avis des spécialistes dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Double cérémonie ce matin au camp de la garde nationale à Tomikurubuku. Il s'agit de la remise officielle d'étendard au tout nouveau groupement tactique d'intervention Scorpion couplé à la sortie des élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes et des élèves du certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 ajournés. Ces éléments vont contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée qui monte en puissance de manière autonome, entre autres initiatives qui témoignent l'intérêt que les autorités de la transition accordent à notre outil de défense nationale. Abdoulaye Sakou et Gaussou Touré. Groupement tactique d'intervention Scorpion. Une nouvelle force sur laquelle il faudra désormais compter dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. Fin, tacticien, le choix de l'animal Scorpion en dit long sur la particularité du groupement, affirme son commandant après avoir reçu l'étendard des mains du chef d'état-major de la garde nationale. L'appellation Scorpion du GTI incarne l'esprit belliqueux et d'agressivité, toujours embusqué et prompt à neutraliser ses ennemis, et ses traits caractéristiques sont l'abnégation et le sacrifice. Scorpion, servir partout. Enfin, pour vous rassurer davantage, vous pouvez retenir ce slogan de la garde, le garde-mère ne se rend jamais. Les autorités militaires savent mieux que quiconque qu'une guerre, notamment asymétrique, se gagne en grande partie avec des hommes bien formés. Cette cérémonie est le couronnement de 15 semaines de sacrifice pour ces 34 éléments dorénavant caporaux et sergents et 7 mois d'efforts pour les 134 élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes. Cette formation occupe une place centrale dans la vision du commandement à la garde nationale, à savoir une garde nationale plus combative, professionnelle et bienheureuse. Cette vision se traduit également à travers la mise en œuvre de la mission qui est de consolider les acquis et renforcer les capacités axées sur l'homme. S'agissant de cette formation, le GTI Scorpion en a bénéficié. Et concernant les éléments aussi, CAT1, CAT2 ajournés, ils sont la preuve que la formation est de rigueur. À vous, éléments de la deuxième cohorte, je vous félicite et vous encourage à faire vôtre des valeurs acquises au cours de la formation professionnelle garde, telles que le goût de l'effort et de la responsabilité, le dévouement et le sens élevé du devoir bien accompli en tout temps et en toutes circonstances. Le premier appel, c'est quoi? Il faut que nous soyons soudés, la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces, dans une chaîne de commandement unie et unifiée. Et garantir une fluidité des ordres entre les niveaux politiques, les niveaux stratégiques, les niveaux opératifs et les niveaux tactiques. Et tout ça là, voilà, couronné par un engagement sans faille. Et nous allons continuer à renforcer nos capacités, nous allons continuer à nous entraîner, nous allons continuer à mettre en œuvre toutes les opérations que nous avons planifiées, que ce soit le plan Maliko, que ce soit Kélétigui, que ce soit l'opération Tilékoura, pour que nous répondons aux attentes de nos populations et de nos politiques. Avant le défilé des troupes qui a mis fin à cette cérémonie de sortie, les 3 meilleurs de la formation ont été récompensés. C'est Aminata Cheikh Fofana qui s'est classé major avec 16,81 de moyenne.
Rencontre ce vendredi entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importeurs du Mali. Il s'agit par cette rencontre de réfléchir sur les moyens d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité à long terme. Les besoins immédiats du pays en sucre sont estimés à 100 000 tonnes. Le ministre appelle les opérateurs économiques à prendre des mesures urgentes pour faire face à ces situations. Mamadou Fani. L'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité est une préoccupation majeure des autorités de la transition. Pour parvenir à cela, il faut développer des axes de collaboration à long terme avec le groupement des importateurs et commerçants détaillants du Mali. D'où cette rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques du pays pour identifier les préoccupations et proposer des solutions. En examinant la situation globale d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, on constate sur un certain nombre de denrées qu'il y a quelques pressions qui risquent d'aboutir à des pénuries, notamment sur le sucre. Et comme je l'ai dit, les denrées de première nécessité concernent l'ensemble des populations du Mali, mais surtout les couches les plus défavorisées. Et c'est pourquoi, conformément aux instructions du président de la transition, chef de l'État, le gouvernement doit prendre en charge cette préoccupation qui touche les populations et qui concerne les denrées de première nécessité, notamment le sucre. C'est pourquoi nous allons échanger sur ces questions-là, que nous puissions ensemble dégager les pistes de solutions à court, moyen et long terme, de façon à inscrire nos actions dans la durée. Pour le ministre, il faut aujourd'hui sortir de la gestion des situations de crise et s'inscrire dans la durée pour l'ensemble des produits de première nécessité, particulièrement le sucre qui connaît une légère tension sur le marché. Une démarche saluée par les opérateurs économiques. Nous avons besoin de 100 000 tonnes de sucre et dans l'échéance des mois pour que nous puissions approvisionner très rapidement les marchés et assurer la stabilité et la régularité de l'approvisionnement du marché. Et pour cela, nous allons vous demander, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'accompagner le gouvernement. Bien sûr, il y aura des engagements qui seront pris et qui seront protocolés dans un cahier de charge qui va être signé de façon à ce que nous puissions aussi respecter nos engagements. Et je souhaiterais aussi que les engagements qui seront pris pour nous aider à couvrir rapidement ces besoins de 100 000 tonnes en sucre, que conformément aux engagements du gouvernement, que le prix puisse rester constant, en tout cas pour les populations maliennes. C'est une opération spéciale d'urgence qui va être mise en place. Et cette opération va consister à importer 100 000 tonnes de sucre, évidemment avec les avantages fiscaux. Donc c'est ce qui a été annoncé au bout d'un mois pour pouvoir pallier rapidement à la crise. Donc je pense que c'est ce que nous voulons, parce que nous aussi en tant qu'opérateurs économiques, c'est toujours important vraiment d'échanger avec les autorités pour que nous puissions vraiment jouer notre rôle, tout notre rôle qui consiste vraiment à approvisionner le pays de façon correcte et régulière. Le chef du département de l'industrie et du commerce dira qu'il faut des projets structurants pour assurer l'émergence du Mali. Pour cela, seul le dialogue franc et constructif permettra de remonter les difficultés du moment. Visite des étudiantes de la 4e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako, ici à l'ORTM. Ces futurs journalistes étaient venus découvrir la phase pratique du métier. En plus de la théorie, la visite les a conduites dans les studios des 2 chaînes de radio nationale et de télévision. Partout où elles sont passées, des explications leur ont été données à Ouakamara. À pas des géants, ces étudiantes de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication visitent avec enthousiasme l'Office des radios et télévisions du Mali. Nous sommes dans la salle de rédaction de la radio nationale où la conférence bat son plein. Un exercice de routine au cours duquel les participants font l'état du chronogramme journalier et l'actualité internationale avant de procéder à la critique des éditions précédentes. On essaie d'être
par les candidats. C'est toujours important pour nous d'accueillir des étudiants et des élèves pour pouvoir expliquer tout ce que nous faisons comme boulot ici. Même exercice à ORTM 1. Nous avons échangé sans tabou par rapport au traitement de l'information dans un média d'État. Nous leur avons donné des solutions, voir un peu comment est-ce que nous travaillons ici à Bozola, sous la pression. Aussi, les visiteurs du jour ont découvert la chaîne 2 et ORTM 2 où le journal de la mi-journée se prépare. Quoi de plus fascinant pour un doyen pour qui cette visite est une manière de se ressourcer. Une petite anecdote, je suis de téléjournal. Ma femme partait pour accoucher. Dès que le journal ladron, j'ai dit, quand l'enfant apparaît, le rien de cercle applaudit, la grande cri. C'était ma fête, comme on le dit si bien. C'est quand même le lieu qui a fait connaître le pays et qui a accompagné le pays, notre cher pays, le Mali, dans toutes ses étapes d'évolution, dans tous les domaines. À notre temps, dans les années 80, c'était la radio analogique. Aujourd'hui, tout est numérique et c'est un grand pas à découvrir. Par cette visite guidée des locaux de l'ORTM, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication respecte une tradition, celle de faire découvrir à ses futurs journalistes comment lier la théorie à la pratique. On a pu voir les locaux dans lesquels nos aînés ont travaillé. Je compte désormais me comporter en professionnel, comme mon professeur Tchona Mathieu Kone, Baba Djourté et les aînés que j'ai vus ici. On a pu voir comment l'ORTM est organisé au niveau du département radio et ainsi que la télévision. Comme nos professeurs ont l'habitude de nous le rappeler, il faut toujours faire de ton mieux, il faut vous démarquer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la visite a comblé les attentes eu égard aux découvertes faites par le doyen Kone et ses étudiantes. Direction Mopti, les troupes régionales de Nara et de Kaye en vedette dans la salle de spectacle Soribamba au cours de la 7e nuit de compétition de la Biennale artistique et culturelle. Les deux régions ont proposé au public une immersion dans l'univers culturel de leur territoire respectif. Durant 5 heures d'horloge, les parties ont passé en revue les mots qui minent le Mali à travers différentes disciplines. De Mopti, suivant quelques temps forts de ces deux prestations avec nos envoyés spéciaux Cheikh Fatama Ndiaye, Issa Konaté et Diakalia Traoré avec la collaboration de la station régionale de Mopti. L'esclavage par ascendance, une bien triste réalité de la nouvelle région du Nara. Une problématique sociale dépeinte par la troupe pour cette première participation à la fête de la culture malienne. Comment les études peuvent-elles faire coupler les pensionnaires et La mauvaise gouvernance, la mauvaise distribution de la justice, l'enrichissement illicite ou encore le chômage des jeunes, des mots qui entravent toute possibilité de développement et astreignent bien plus que l'impérialisme. Nous pensions que le problème était de l'extérieur, mais en réalité, le problème est à l'interne ici. Donc il fallait trouver une solution. La résilience face au changement, face à ces mauvais comportements, il faut les mettre au banc de la société. Solo de chant, ensemble instrumental, ballet à thème, chant de chœur, orchestre et danse traditionnelle, Nara a fait étalage de toute sa richesse culturelle et artistique. Le gouverneur, satisfait de sa troupe, a même esquissé quelques pas de danse au grand bonheur des milliers de spectateurs de la salle Soribamba. Nous avons mis les paquets, nous nous sommes dit que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Donc nous avons fait ce que nous pouvons pour préparer nos troupes. Et vous avez vu vous-même, ils ont fait une très belle prestation. Et le gouverneur n'a pas pu résister. Nous disons que nous serons parmi les 3 premiers, sinon nous allons remporter les trophées. Kaye dans la Biennale est chaque fois très attendu dans le solo de chant.
terroir reconnu pour sa richesse minière, Kay suscite l'intérêt des investisseurs de tout genre. Une convoitise que la troupe a mis sur scène dans sa pièce de théâtre dans un décor purement rural. La sensibilisation sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité de la jeunesse. Pour aller sur la sensibilisation sur les questions minières qui assaillent notre région, comme vous le savez. Ils ont fait le bilan du passé et pour dire qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie. Le tohu-bohu de la circulation au Mali, où excès de vitesse, occupation des emprises par les riverains et surcharge sont monnaie courante, voilà ce qu'a su explorer la troupe dans son ballet à thème. On a constaté que l'incivisme est total au niveau surtout des routes. C'est ce qui fait que à tout moment nous avons des victimes de vies humaines ou encore de matériel perdu inestimable. Et ça c'est déjà un déficit pour le rendement économique du pays. Kay était attendu et a su répondre par son occupation scénique et sa prestation dévoilant ce mélange de civilisation ethnique faisant l'identité culturelle de la cité des rails. Un mot de sport à présent, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été effectué hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Le Mali, tête de série, est dans le groupe I avec des adversaires à sa portée. Les Aigles du Mali sauront-ils tirer leur épingle du jeu? Allons-nous assister à la première qualification du Mali en Coupe du Monde? Siragatou Sissé et Sidiki Touré ont demandé l'avis des spécialistes. Le voyage de la Coupe du Monde 2026 passe par une bonne phase éliminatoire. Héritant du groupe I avec le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les îles Comores et le Tchad, les Aigles du Mali, tête de série, partiront avec la faveur des pronostics. Le Mali et le Ghana sont les deux équipes les mieux placées pour terminer à l'une des deux premières places de la poule qualificative, la première place qualificative pour la Coupe du Monde. Le Mali, depuis quelque temps, monte crescendo. Le Mali aujourd'hui est dans le top 10 africain au niveau de la FIFA qui vient de faire cette évaluation. C'est cela même qui a permis au Mali d'être dans le chapeau 1, où il y a les cracks, sinon les super cracks. Donc ça c'est un atout pour le Mali. Le Ghana et le Tchad sont de vieilles connaissances du Mali dans les compétitions de la CAF et de la FIFA. C'est un duel très attendu entre le Ghana et le Mali, parce que le Ghana et le Mali étaient dans la même poule en 2010. Bon, cela a tourné à l'avantage des Ghanéens. Ils sont venus gagner ici 2-0, mais au retour, on a un peu rectifié le tir en obtenant le match nul 2-2. Mais au finish, ce sont les Ghanéens qui se sont qualifiés. Et on sait qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde cette année-là. Ils sont allés en quart de finale et auraient même pu être la première nation à disputer les demi-finales. N'eût été cette fameuse main de Luis Suarez. Je crois que ce n'est pas un bon souvenir quand même pour le Tchad qui a été balayé à l'aller comme au retour lors de certaines éliminatoires de la CAN. Le Ghana, même le Ghana a un mauvais souvenir du Mali. On se rappelle que les deux titres de médaille de bronze du Mali en CAN sont remportés contre le Ghana. Et là, ça c'est un avantage psychologique pour les Aigles. Les équipes de Madagascar, de la Centrafrique et des îles Comores sont des inconnus pour les hommes du duo Eric Sekouchel, Alou Badara Diallo Kwanti. C'est justement contre ces équipes qu'il faut d'abord faire le plein, c'est-à-dire engranger les 6 points aller-retour, et ensuite essayer de négocier au moins un match nul ou une victoire à l'extérieur contre Madagascar et le Ghana. Il faut vraiment attendre le calendrier pour pouvoir bien analyser les chances des deux équipes qui sont les favorites, c'est-à-dire le Ghana et le Mali. Et ensuite, un troisième larron qui peut être Madagascar. Moi, j'ai le sentiment que le Madagascar va vraiment jouer les troubles faits. Je ne minimise pas la Centrafrique, les Comores ou encore le Tchad, mais je pense que Madagascar doit être surveillé de très près. Au vu de la capacité des troupes, au vu des éléments qui composent, au vu du passé, quoi qu'on dise, on se réfère toujours à l'existant pour construire l'avenir. Les îles Comores, elles n'ont rien à perdre. Lors de la dernière CAN au Cameroun, on a vu
ce que cette équipe a produit. La Centrafrique, le Mali est un peu un cran au-dessus, mais les matchs ne se jouent jamais à l'avance. On va aller sur le terrain. Il va falloir s'organiser mieux, régler les petits détails, être prêt pour les voyages et en tout cas accompagner les Aigles avec une union sacrée. Le premier du groupe I est qualifié directement pour la Coupe du Monde 2026, conjointement organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La première journée est prévue en novembre 2023. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de week-end.